Thomas, c'est un plaisir de te recevoir pour la deuxième fois. On n'est pas en vrai, on n'est pas comme à Montpellier, on était bien tous les 2 pour discuter lors du Camp Trinity. On embrasse évidemment Flo et Igor, s'ils voient cette vidéo. Donc on est à distance, tu es chez toi, je suis chez moi. On est tous les 2 dans une des chaînes, montagneuses de France. Les Pyrénées et les Alpes vont converser aujourd'hui autour de plein de choses. Parce que quand je t'ai quitté, l'été dernier, heu, je savais pas encore que tu allais battre le record de David Goggins. Tu as déclaré ça légèrement après et tu étais pas encore papa. Donc on a plein de trucs à dire, aujourd'hui. Par quoi on va commencer? Par Goggins, si ça te va, dans l'ordre chronologique? Hem, Puisque mine de rien, tu t'es, attaqué à la légende, hein. C'est difficile de faire plus. Je même ouais, je vois pas là, j'ai pas un exemple qui me vient en tête de, je vais m'attaquer à tel personnage. Hem, du mindset de cette personne qui a tant influencé en fait les réseaux, et le monde anglo-saxon surtout, hein, mais ça a touché la France aussi. David Goggins, il avait un record, de traction que tu as battu en plus ou moins 2 fois moins de temps. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, même si tu l'as déjà partagé publiquement, hein, tu en as parlé évidemment, mais c'est quand même, mine de rien, un exploit qu'il faut encore saluer, qu'on continuera à saluer, hem, avec, très peu d'entraînement spécifique. Hein, tu avais 50 jours, je crois, c'est ça? C'est ça, 50 jours, ouais. 50 jours pour, vraiment spécifique, parce qu'évidemment tu t'entraînes depuis des années, mais là spécifiquement 50 jours, et pourtant les résultats ont été, plus que là, alors qu'évidemment beaucoup de gens, n'y croyaient pas. Est-ce que tu peux revenir sur cette mise en place de ce challenge et comment tu as fait, vraiment j'aimerais vraiment qu'on rentre dans les détails justement de comment ça s'est passé en amont et durant l'épreuve. Bien sûr, je vais commencer par, te dire plaisir partagé. Je suis super content d'échanger avec toi. C'est toujours un régal de pouvoir apprendre aussi parce que tu as toujours plein de choses à échanger de la physiologie, on avait parlé de beaucoup de choses, à Montpellier et même si les contacts, sont rares parce que, bah, on est tous les 2 jeunes papas, le temps file, très vite, trop vite parfois. Je suis content qu'on arrive à prendre le temps de se poser justement pour échanger ensemble. Donc merci beaucoup pour l'invitation, Pierre. Plaisir, grand plaisir. Et puis pour le record de Goggins, c'est vrai que comme tu dis, c'est difficile de penser à, plus symbolique. Il y a plein de records, auxquels s'attaquer qui sont extrêmement durs, mais c'est vrai que celui-ci, il avait, je pense, un sens, assez fort. D'abord parce que moi, ça faisait pas longtemps que, je connaissais le personnage et même s'il a certains côtés assez extrêmes, je pense que malgré tout, il a fait aussi beaucoup de bien, pour inspirer et motiver certaines personnes et moi, finalement, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup, inspiré et motivé parce que finalement, c'est ce que les gens me partagent, en tout cas me disent, qu'ils sont animés un peu par, mes défis, mes challenges. Donc ça s'est produit malgré moi et je suis heureux qu'à ma petite échelle aussi, je puisse faire comme les grands, comme Goggins a fait à un niveau bien plus grand que que ce défi du coup que j'ai fait cet été. Hem Et d'ailleurs, si certaines personnes pensent à des défis aussi symboliques, qu'ils hésitent pas à me les partager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me proposent un peu des challenges, et moi j'aime bien pendant la off season, pendant l'été, renouveler un peu ma pratique avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais durant l'année, durant la saison Aerox. Donc voilà, envoyez-moi un message si vous pensez à des trucs assez chouettes. Et pour le record du coup, pour rentrer dans les détails, donc, je pense, tu as très bien fait de souligner que je me suis laissé 50 jours de préparation, mais ça fait longtemps que je m'entraîne. J'ai commencé le sport en 2016, donc ça fait bientôt 10 ans. Ça fera 10 ans le 17 juillet et j'ai jamais arrêté de m'entraîner depuis. J'ai commencé tout de suite par un gros volume, 13 entraînements par semaine pour quelqu'un qui n'en faisait aucun. Donc forcément, ça s'est pas très bien passé. Malgré tout, j'ai persévéré un peu dans, ma pratique, particulière et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai pu bien absorber ce volume de traction que j'ai fait pendant ma préparation, pendant ces 50 jours pour, 1 ne pas me blesser et 2
être capable de battre le record à la fin. Du coup, j'ai commencé début juillet, la tentative était fin août. Ce que j'ai commencé par faire, c'était un peu, bon, c'était me lancer le défi. Il fallait que ça soit un défi assez fou. C'est-à-dire que les choses qui me pensent atteignables ou simples ou faciles, en tout cas pas difficiles, pas compliquées, sont des choses qui ne m'inspirent pas, qui ne m'animent pas. Donc il me fallait un drive. Et là, c'était bon. On s'attaquait à, The Hardest Man Alive. C'est Tu une ré poli parce qu'il dit pas comme ça, hein. C'était quoi? Il était poli parce que lui, il dit pas comme Ouais. ça. Oui, j'utilise d'autres termes, mais du Merde. coup, voilà, c'était un peu la référence. Son record est très symbolique parce qu'aussi, enfin, même lui, hein, si on lit ses bouquins, il s'attarde beaucoup sur ce record parce que je pense qu'il en est très fier, parce que ça lui a demandé 3 tentatives, 9 mois de préparation, il s'est blessé. Sur les 2 premières, il a échoué et puis il a échoué, devant beaucoup de monde. Je crois que la première, elle était télévisée, donc il a échoué devant des millions de téléspectateurs. Je je pense que pour lui, c'est quelque chose qui signifiait beaucoup. Et du coup, ça a aussi attiré beaucoup l'attention parce il l'a partagé comme un de ses plus gros challenges. Hem, du coup, enfin, l'autre difficulté de ce challenge, en dehors des chiffres, qui étaient Goggins a fait 4030 tractions pour le record de 24 heures de traction. Il s'est arrêté avant les 24 heures, il s'est arrêté après 17h45 parce qu'il avait déjà battu l'ancien record du monde et qu'il voulait pas aller plus loin pour ne pas se blesser. Moi, la contrainte que j'avais pour réaliser ce défi, c'était je voulais m'arrêter 1 an avant la date du terme estimé pour bébé. Bébé était attendu pour mi-fin septembre. Et du coup, j'avais fixé ma fin de challenge le 23 août. D'ailleurs, bébé est arrivé le 22 septembre, donc c'est quasiment un mois après, de sorte à vraiment me mettre dans ma bulle une fois que ce challenge était passé pour, n'être qu'avec ma femme et bébé. C'était un mois où j'ai tout coupé, pas de connexion, pas de portable, rien. J'ai pu vraiment, vivre ça avec, ma petite famille de façon isolée. Et je voulais absolument pas être en train de faire des tractions à l'approche, de l'accouchement. Donc il y a le drive, le fait que ça soit un défi un peu fou, impossible. D'ailleurs, c'est la première réaction que les gens m'ont partagée, c'est: «Tu vas pas y arriver», de façon plus ou moins polie. Certains m'ont dit: «On t'aime bien, mais là là tu racontes n'importe quoi, tu vas échouer». D'autres étaient un peu plus, fervents dans leur façon d'affirmer mon échec. Heu, mais c'était la validation que j'avais bien choisi mon challenge. Les gens n'y croient pas, c'est parfait. Moi, ma mission, inspirer, c'est aussi briser les croyances limitantes. C'est montrer qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense faire. Mais pour ça, il faut, bah, le prouver. Et la contrainte temporelle en faisait aussi un problème mathématique qui satisfaisait mon, esprit un peu d'ingénieur, où je suis aussi quelqu'un qui aime bien résoudre des problèmes, optimiser. Donc il y a la partie un peu émotionnelle, un peu fougueuse, et il y a la partie rationnelle qui aime bien décortiquer les choses et trouver des solutions. J'avais tous les éléments à ma disposition. Le plus gros danger, c'était la blessure. Parce que sur échelle de temps restreinte, t'as pas le droit à beaucoup d'erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs, mais il faut pas qu'elles soient grosses parce qu'il faut rapidement que tu reviennes à l'entraînement, et il faut pas que tu les reproduises. Le pire qui puisse m'arriver, c'était d'arriver le 23 août, le jour du challenge, blessé et incapable de faire une seule traction. Donc, je pouvais pas prendre de risques, et en même temps, comme réaliser 4030 tractions, c'est un énorme volume par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Pour te donner quelques chiffres, cette année-là, pendant la saison, j'ai fait très peu de traction parce que j'étais orienté Aerox. Mais si on remonte quelques années en arrière, 2022 par exemple, donc 3 ans avant, sur l'année, je fais à peu près 25 000 tractions, ce qui correspond à 2 000 tractions par mois. 4030 tractions en 24 heures, ça correspondait donc à un volume que je faisais sur 2 mois. C'est rentré 2 mois en 24 heures. Donc,
même à l'époque où j'en faisais plus que maintenant, je faisais clairement pas assez pour me préparer pour ce genre de défi. et Quelqu'un qui me ouais, ouais, pardon, dis-moi? j'avais juste une question qui arrivait comme ça. En début juillet, hem, donc tu dis que tu fais beaucoup moins de traction qu'en 2022 par exemple. Est-ce que quand même tu as une idée? Déjà, si tu te projettes dans l'épreuve de battre Goggins, qu'un EMOM, un départ toutes les minutes ou un départ toutes les 30 secondes, peu importe, de certains nombres de tractions, tu pourrais le tenir sur plusieurs heures. Est-ce que tu as au moins une idée de ça? C'est ça qui est génial, c'est que je suis dans l'inconnu. Du OK. coup, l'inconnu souvent c'est, excitant pour l'esprit, ça peut être aussi effrayant. Tu peux avoir les 2, hein, et mais c'est là aussi où je retrouve un certain stimuli, c'est que j'ai pas d'idée, donc je peux me permettre de rêver très, très grand, comme j'ai pas d'expérience. À l'inverse de quand tu as ton 1er chrono, par exemple, en course, Ouais. hem, ben, ça te ramène un peu à la réalité. Donc c'est très bien pour faire quelque chose de spécifique. Par contre, ça te donne pas des ailes pour t'entraîner. Là, j'avais les ailes parce que je me pensais capable de tout faire. Hem et ce qui est assez trompeur sur ce genre d'épreuve, c'est que quand tu réfléchis au rythme de Goggins, je vais le faire en même temps que je te parle. Tu m'entends toujours? Ouais. Donc là, si je regarde, il a fait 4030 tractions en 17 heures et 45 minutes. Tac, tac, tac. Ça représente, donc là, c'est par minute, je suis en train de le faire rapidement, 17,75. Ça fait 227 tractions par heure, soit une traction, heu, un peu plus d'une traction. OK, 20 secondes. Ouais, c'est ça. Si on le fait dans le sens inverse, si on fait 17,75 divisé par 4030 et ça va faire fois 60 pour avoir les minutes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce sont des chiffres qui semblent très raisonnables à Oui, ça tenir fait sur, traction toutes les 15 secondes, ce serait faisable quoi, je pense non? 4 tractions par minute, ouais, c'est ça. Ça c'est ça? devrait ouais, exactement. On pourrait s'imaginer en tout cas, je fais une traction, je pose 15 secondes, je fais une traction, je pose 15 secondes et j'ai plus qu'à tenir pendant, 17 heures quoi. Exactement et le, là où en fait, la difficulté du coup, c'est que ça paraît facile, voire très facile, parce que tu peux le faire sur, en tout cas si tu as déjà fait d'attraction dans ta vie, tu t'es entraîné, tu as une base de CrossFit, ou un niveau expérimenté comme le tien, à concevoir, c'est assez simple. Tu te dis: «OK, je peux tenir ça sur 10, 20, 30 minutes». Maintenant la question, c'est est-ce que tu peux le tenir sur toute la durée qui, elle, va amener d'autres difficultés comme, des irritations, que ce soit au niveau de l'épaule, une fatigue nerveuse très importante qui dégrade ton mouvement au point qu'ensuite ta traction ne soit plus valide. Ouais. Moi, c'était des choses qui me tenaient à cœur, c'était d'avoir un mouvement qui était propre, donc bras tendus à la fin du mouvement, menton au-dessus de la barre et pas de keeping. Goggins avait fait du keeping, donc je me le considérais pas comme interdit. Mais c'est pas ma façon de faire, j'aime pas trop faire du keeping et du coup, je souhaitais essayer d'avoir les tractions les plus propres possibles. En termes d'équipement, il avait des gants, donc enfin, voilà, le but c'était de reproduire à peu près dans les mêmes conditions. Hem, mais du coup, je n'avais pas donc d'ordre de grandeur en tête, je n'avais pas de chrono de performance que j'aurais pu réaliser auparavant qui me permettait un peu de me jauger par rapport à Goggins. Les chiffres sur le papier semble raisonnable avec toujours en arrière-pensée ce fait que, bah, il y aura des difficultés qu'on n'anticipe pas sur 17 heures et moi de quand j'annonce le défi, je me challenge un peu en disant: «Bah, je souhaite battre son record, mais en 12 heures ou moins». Donc je me mettais déjà une limite à ce niveau-là. De nouveau, je refais les calculs, mais du coup 4030 divisé par 12, ça fait 335 tractions par heure. Par Et du coup si je fais les minutes, ça fait que ouais, ça fait, un peu plus de 5. ouais, c'est ça exactement, exactement. Ouais, ce qui semble, oui, c'est un minimum, géant. Déjà,
même sans ceux qui sont des sportifs du dimanche comme moi, quand tu me dis: «On va faire un minimum traction où il faut en faire 5 par minute», heu, je me dis: «C'est faisable, OK, mais pendant combien de temps?» C'est ça le truc, c'est: «Ouais, ouais, d'accord, OK, 5 tractions par minute», donc je vois bien, hein, je vois bien l'effort, je peux me projeter très facilement, je l'ai souvent fait et cetera. Ça monte, ça descend, OK, d'accord, 5. Je vois bien quand même qu'au bout d'un quart d'heure, je vais avoir les bras qui tirent, les dorsaux qui tirent. Je vois bien. Donc ça, sur plusieurs heures, c'est une autre paire de manches. Mmh. C'est comme un ultra trail un peu où, les allures tenues par, les meilleurs, ben, n'ont rien d'impressionnant. Ce Sur qui est 400 mètres. impressionnant, c'est ouais, c'est ça. Ce qui est impressionnant, c'est la distance, en fait. C'est le fait déjà qu'ils aient fini l'épreuve. Mais comme c'est des choses, hem, pour lesquelles on n'a pas de repères, c'est toujours compliqué un peu d'évaluer la difficulté. Mmh. Toi, qui a pratiqué l'ultra trail ou les longues distances, tu as retrouvé des sensations, en tout cas des espaces de ton esprit, que tu avais connus dans l'ultra trail, tu les as retrouvés dans l'épreuve de Goggins? Pas De tant que ça. ouais. Hem, Si tu veux, déjà l'effort physique est très différent. En termes de logistique, là, j'étais dans un lieu fermé en cas d'intempérie parce que je m'étais dit: «Ça serait bien de le faire dehors». Mais c'est vrai qu'en cas où tu te prennes un orage, la barre devient super glissante, ça peut poser quelques problèmes et puis je souhaitais faire un live, donc j'avais besoin de faire ça en intérieur. Donc déjà, le décor n'avait rien à voir. Là où l'ultra, tu es souvent en pleine nature, tu peux avoir très chaud, il peut neiger, mais tu es dans souvent un décor assez extraordinaire. Moi, j'aime bien courir, enfin, faire mes ultras en montagne, que ça soit dans les Alpes et puis par chez toi, il y en a aussi des très sympas. Hem Et la fatigue n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en ultra trail, tu vas avoir une sorte de fatigue physiologique en plus de celle musculaire et nerveuse parce que, ben, tu es en zone 2. Enfin, en tout cas, dans mon cas, tu vois, j'avais fait un 18 heures sur un 115 kilomètres et 6 000 mètres de dénivelé et il y a des portions où j'étais quand même au tempo, il y a même des portions où j'étais monté au seuil. Du coup, tu as une sorte de très grosse fatigue un peu qui t'écrase, là où pour faire les tractions, j'avais pas du tout ce sentiment. C'était une fatigue beaucoup plus localisée, qui était sur mes maillons, en fait. C'était sur mes poignets, sur mes avant-bras, sur mes épaules et sur le haut de mon dos. Donc c'est vraiment la différence que tu imagines entre le cardio et la musculation, même si là, c'était pas de la musculation lourde, c'est cet effort répété musculaire qui m'a plus limité que la physiologie. Mmh. Et en ce sens-là, même si on avait pas mal discuté en off, est-ce que tu as adapté des ravitaillements? Est-ce que tu étais, sur un peu de créatine par-ci, un peu de voilà, est-ce que tu as pensé à ça ou parce que moi j'ai un petit peu regardé ton live, il me semblait que c'était vraiment que liquide, tu prenais pas le temps en fait de te ravitailler, Ouais. des choses comme Alors donc j'ai beaucoup bu, mais parce que j'ai beaucoup sué aussi. ouais, Le fait que tu ne cours pas ou que tu ne fasses qu'il n'y ait pas de flux d'air, si ce n'est un petit peu celui des ventilateurs, hem, tu perds beaucoup plus d'eau. En fait, tu réchauffes l'environnement autour de toi, et tu l'humidifies et du coup, j'ai bu des très grosses quantités. J'ai plus les chiffres en tête, faudrait regarder, mais les bouteilles, je pense que je faisais facilement, c'est des bouteilles de 800 millilitres. Et en 45 minutes, je devais les finir à chaque fois, quoi, ouais, minimum. Et c'est vrai que le solide a le défaut, comme c'est une course contre la montre et que toutes tes secondes sont comptées, donc moi j'ai choisi de faire des séries toutes les 30 secondes. Mais sur 30 secondes, tu as le temps des répétitions, puis chaque traction, elle te prend un peu plus d'une seconde. Tu as le temps pour monter, descendre de la barre et si tu fais autre chose, attraper une serviette, une gourde et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, toutes tes actions, il faut qu'elles soient petites et rapides à faire, sinon tu loupes ton départ des prochaines 30 secondes. ouais. Et le solide, en fait, ça te demande de mâcher, ça complexifie un peu la respiration, alors qu'en liquide, l'absorption est quasiment immédiate. Donc même lorsque je prenais un apport calorique en dehors des boissons, c'était des gels. Mmh. Ouais, ouais. Aussi parce que je savais que la durée pour laquelle j'étais parti, enfin le rythme que je me suis imposé qui donnait une durée assez courte, me permettait de tourner seulement liquide et gel, ce qui
n'aurait pas été le cas si j'avais fait sur 24 heures. Ouais, bien sûr. Je pense que manger, je sais pas ce que tu en penses, mais prendre quelque chose de solide à ce moment-là, comme tu le dis, tu es fixe à un endroit, tu bouges pas, tout ton système visuel, et même tout ton système, à mon avis, perceptif, il s'est ancré dans une zone. Et donc tout élément perturbateur, à mon avis, te f te et potentiellement te fait sortir mentalement de l'effort. Et je pense que manger quelque chose de solide, au-delà du fait que tu mâches et que ça casse un rythme de respiration et cetera, mentalement, je pense que ça te projette, en fait, ça te brise un truc. Rester sous la barre, rester concentré, focus, qui est en fait un peu le point névralgique, de cet effort de 4 heures là, j mine de rien, ça t'aurait sans doute fait sortir un petit peu, Ouais. finalement. Ouais. Et donc là, les athlètes souvent jugent, c'est-à-dire si ils ont envie de casser la monotonie parce que waouh, des fois, c'est pour certains, ça pèse trop lourd d'être un peu dans une sorte de absence de stimulation, ils vont tester quelque chose d'autre. Et à l'inverse, comme tu dis, si tu as trouvé un rythme, un flow qui te convient et qui te permet de fournir l'effort à bas coût, tu vas essayer d'éviter les perturbations et protéger ta petite bulle qui s'est formée. Ouais, bien sûr. Hem, Par rapport à bon, bah, le jour de l'épreuve, c'est clair que, voilà, tu es parti sur un rythme, mais on a bien compris qu'il te fallait la bonne contrainte. C'était à la fois les 50 jours de préparation. Tu sais, c'est ce qu'on dit aussi dans le business. Faut viser le x20. Tu vois, si tu gagnes 2 000 € par mois et que tu veux gagner 3 000 €, tu vas juste optimiser ta méthodologie de travail. Mais si tu veux tout d'un coup gagner 20 000, ah bah, c'est une autre paire de manches. Tout d'un coup, faut se lancer dans un projet, c'est un autre univers. Si tu t'étais dit: «Je vais battre le record de Goggins dans 3 ans», c'était pas les mêmes mises en place, c'était pas du tout la même structure. Donc 50 jours, OK, en toutes les 30 secondes, c'est encore autre chose, mais c'est faire fois 20 et tu t'obliges, tu trouves la bonne contrainte comme tout principe de vivant répond à ce principe-là, hein. Bonne contrainte pour donner la bonne structure, pour donner la bonne fonction. Mais je pense que ça paraît fou, quand on le voit de l'extérieur, mais je pense pas que tu sois fou, je pense que tu te connais très bien et que même si tu as mis cette contrainte-là, il y avait quelque chose en toi qui te disait: «Je suis capable de le faire» et que si c'était une contrainte trop dure, voilà, je sais pas moi, 6 tractions toutes les 20 secondes ou, battre le record en 2 heures, enfin, je sais pas, un truc encore plus fou, tu aurais dit: «Bah non». Non, non, je sais aussi mes limites. Mais, heu, pour revenir en arrière, les 50 jours donc de préparation, comment tu vois le truc? Parce que tu as quand même quelques chiffres en tête. Tu te dis: «Bon, avant, à mon pic où je faisais pas mal de traction, j'en faisais 2 000 par mois». C'est ça, hein, que tu as dit? Maintenant, il faut que Oui, j'en c'est fasse ça. 4 000 en quelques heures. Il me reste 50 jours. Est-ce que tu t'es dit: «En 50 jours, je vais cumuler, 20 000 tractions» ou bien chaque jour, je vais essayer d'en faire quelques centaines, je vais m'entraîner à différents moments de la journée? Comment tu as structuré justement cette préparation de 50 jours? Donc là, j'ai été dans un flow artistique, c'est-à-dire que, hem, j'ai pas de repères. J'ai cette contrainte de temps très courte parce que donc pour remettre un peu en perspective, Goggins, lui, pour attaquer son record, il fait 9 mois de préparation, 67 000 tractions, je crois, et il a Mmh. réalisé comme volume sur cette période. Et les détenteurs de ce genre de record, les derniers en tout cas, c'est des années et des années de préparation. Truett Haynes, je crois que ça fait 5 ans qu'il bossait le record. Oyoan, le sud-coréen, ça faisait 3 ans. Enfin, on est sur d'autres échelles de longueur. Mais là, moi, je veux le faire rapidement. Donc, je veux pas le faire en 24 heures, je veux le faire en moins. Aussi parce que, hem, d'une certaine façon, pousser, comment dire? Même si je battais le record et je me disais: «Bah, je continue pour faire le maximum sur 24 heures», ça me paraissait risqué pour quelqu'un qui n'a pas fait de traction de la saison ou très peu, qui s'est laissé seulement 50 jours et qui doit ensuite très rapidement revenir compétitif à la saison Aerox. Ouais, bien sûr. Donc la partie sage dans ma folie, c'était de me dire: «Je veux battre le record de Goggins le plus rapidement possible», parce que le plus rapidement, c'est aussi moins de temps passé sous la barre et moins de risque de blessure. Mmh. Hem Et donc ma stratégie dans ce flow artistique, c'est de dire: «Il faut que je sois». Il y a un sweet spot, il y a un point optimal de volume à réaliser qui me permet d'arriver le mieux préparé, sans me blesser pendant ces 50 jours.
Donc ma stratégie, c'est de faire le maximum de volume possible que mon corps puisse assimiler. Je ne connais pas ce point, mais chaque jour, je vais augmenter sans que j'ai des feedbacks qui me disent: «Ouh là, mon corps n'arrive plus à assimiler le volume que je suis en train de lui demander». Et c'est là où tu disais la connaissance de moi-même, elle a vraiment été utile. C'est qu'autant le défi était fou et c'est ça qui m'animait, autant chaque jour, s'il fallait faire moins de traction que ce que j'avais prévu, j'avais aucun problème. Et par rapport à ça, je pense que quelque chose qui me sauve, c'est que j'ai pas de problème d'ego à ce niveau. Comme tout le monde, j'ai un ego et je pense que, un ego, c'est pas quelque chose de foncièrement négatif. Ça, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'avoir de la confiance, et cetera. Mais un ego déplacé, c'est, je pense un une différence entre la réalité et ce que tu souhaites être, représenter, et cetera. Moi, la réalité, c'était vraiment mon univers. C'est-à-dire que si mon corps me dit: «Je ne peux pas», j'accepte cette réalité, j'en faisais moins, je retestais le jour d'après et ainsi de suite pour n'amener aucun grain dans la structure, aucun risque de me faire mal. Malgré cette précaution et cette écoute permanente, j'ai quand même, généré une tension à l'épaule, enfin juste en dessous de l'épaule, c'était une tendinite du long biceps, qui fait que j'ai arrêté pendant 3 jours l'entraînement. Je suis tout de suite allé voir un kiné, un physiothérapeute qui m'a donné que je connais bien, il m'a donné les exercices. Je les ai faits à maintes reprises pour essayer de renforcer, de soulager. Il y avait beaucoup d'isométrie pour inhiber un petit peu les douleurs et pour, renforcer le tendon. Et après ces 3 jours de repos, j'ai pu reprendre. Ça, on était vers le 8. Faudrait que je reprenne les dates, mais je crois que c'est vers le 8, 9, 10 août, quelque chose comme ça. Donc j'approchais un peu de la date du challenge. Après, en même temps, j'avais sécurisé beaucoup de volume avant, donc je m'étais quand même bien préparé. Et l'avantage de ce volume, c'est que tu reviens beaucoup plus rapidement aussi d'une blessure. Si tu as réussi à le faire sans pépin, c'est du coup une force de régénération qui fait que ton corps peut revenir aussi plus rapidement, si jamais tu es sorti de route. À combien tu as commencé justement par jour? À moins de 300. 50 jours? 300? 300 Ouais, par jour au début? Et à combien tu ouais. as fini avant l'épreuve? Je m'étais fixé de faire au moins sur une journée les 2000 Ouais. dans le temps imparti. Donc si je m'étais fixé donc de battre le record de Goggins, 4030 en 12 heures ou moins, donc 2000, ça faisait en 6 heures ou moins. Et ça s'est bien passé? Et oui, ça s'est bien passé. Donc, au moment où je l'ai fait, qui était plutôt à la fin de ma prépa, ça me confirmait que ce que j'avais fait avant marchait, que j'avais fait une bonne prépa, alors que j'aurais été incapable, de les réaliser, au tout début de la préparation. OK. Et ces centaines de tractions que tu faisais chaque jour, est-ce que tu as, fait en sorte de les faire toujours au même moment de la journée? Est-ce que tu t'es challengé pour voir si, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des jours où tu étais en retard et tu te dis: «Bon, bah, je vais les faire même si c'est 23:00», comment ça s'est passé? Oui, c'était plutôt ça, c'était assez chaotique. Il y a beaucoup de nuits que j'ai fini à 3 heures du matin, 3 ou 2 heures, Mmh, parce que, en fait, parce que ça prend beaucoup de temps de réaliser ce volume de traction et c'est aussi ça pour ça que c'est fastidieux, c'est que c'est pas qu'une question d'effort, c'est aussi une question de logistique. Il faut ouais, réussir à placer ses heures. Je n'avais pas lâché mon entraînement Aerox parce que je voulais quand même maintenir mon niveau pour revenir compétitif en début de saison parce qu'on avait, avec mon partenaire, on était qualifiés avec, il y a ce qu'ils appellent les Elite 15 Qualifiers. Ils prennent les doubles qui ont les 15 meilleurs temps de la saison en Aerox et ils les font rencontrer sur une compétition. Donc, avec les 14 autres meilleurs doubles mondiaux, on s'est affrontés à Hambourg en octobre. Mais du coup, il fallait que je maintienne mon niveau pendant tout l'été et le boulot me demandait pas, enfin, j'avançais bien, enfin, j'avais pas mal de choses à faire pour ma thèse. Puis on avait aussi la préparation à l'accouchement. On préparait notre petit nid, l'appartement pour, bébé. Du coup, là, ce que tu vois en vidéo, c'est mon bureau, slash salle de sport. Il y a la barre de traction en fond et là, pareil, en fait, je l'ai monté, le jour où je me suis lancé le challenge et où j'ai commencé effectivement la préparation. J'étais en train de monter la petite barre avec mes boulons, qui tangent d'ailleurs. Elle est d'accord. c'était pas du tout la barre optimale pour Attends, s'entraîner. c'est un kicking, mais interdit, on a dit.
Exactement, mais elle a le mérite de rentrer dans le bureau, d'être à l'intérieur, et puis le fait que ça tangue, ça te déstabilise, donc c'était une difficulté supplémentaire. Finalement, c'était pas plus mal, Génial. c'était pas plus mal. Donc voilà, il y a j'ai jamais pu faire vraiment. La structure était changeante en Mmh, permanence à cause de tout ce que je voulais faire. J'ai fait en moyenne sur cet été, j'étais à 30 heures d'entraînement par semaine, mmh. en finissant à des heures, très tardives, et donc c'était pas ouf pour, c'était mauvais, hein, pour la récupération. Par contre, comme les tractions m'impactaient assez peu au niveau physiologique, mais plus au niveau musculaire, j'avais pas cette fatigue de nouveau que m'apporte l'endurance. Si j'avais fait 30 heures de pur cardio où c'était, seulement de la course, du vélo, du rameur, là, j'aurais eu, je pense, d'autres problèmes. Mais comme dans ces 30 heures, il y avait aussi beaucoup de traction, c'est un volume que j'assimilais plutôt bien. Ouais, bien sûr, 30 heures, je pense que c'est quelque chose qui est énorme, mais pour toi qui a des années, voilà, comme tu disais 10 ans d'entraînement à un volume qui est assez similaire, finalement, tu as su l'encaisser, quoi. C'est ça aussi. Comme on dit souvent, l'endurance qui est une grande partie de ton entraînement, c'est pas courir longtemps, c'est pas tenir un effort longtemps, c'est vraiment travailler sa capacité à encaisser un effort long. Mmh. Et finalement, ça c'est très, il y a beaucoup de transferts pour les autres types d'efforts et je pense que mine de rien, heu, la base aérobique t'a donné un socle, extrêmement puissant pour pouvoir encaisser un effort qui n'y ressemble pas, mais pioche en fait dans une même physiologie, quoi. Ouais, je pense que tu pointes du doigt, en fait, mmh, les années d'entraînement qui m'aident aujourd'hui à faire un peu ces challenges fous, qui demandent beaucoup d'investissement et aussi une bonne récupération. C'est que finalement, ça fait bientôt 10 ans que je m'envoie des gros volumes, tous les jours, toutes les semaines. Je l'ai fait de façon parfois, pas suffisamment réfléchie ou construite. Quand j'ai débuté, je connaissais pas du tout la programmation, et cetera. Donc je me suis fait les dents un peu, sur ce volume, mais c'est ce qui, en tout cas, aujourd'hui, me permet de shifter d'activité, de passer de Hyrox à des tractions que je fais pas pendant la saison et de m'adapter assez facilement. Là où quand j'ai commencé, en fait, j'étais lent dans tous mes progrès. Mais Mmh. aujourd'hui, je sens que j'ai réussi à inverser un peu ça et j'ai une capacité d'adaptation physique qui est clairement supérieure à quand j'ai commencé. Ouais, bien sûr. Génial. Bah, déjà bravo, hein, je l'ai pas dit, mais bravo Merci. pour avoir, enfin, je sais pas, mais c'est sur un CV, c'est beau, quoi. Si jamais tu écris un CV, mets-le en gras que tu as battu d'autres Collins quand même. C'est quand même assez énorme. Donc, un grand, grand, grand bravo et c'est une source d'inspiration pour, énormément de gens. Donc, je sais que tu veux devenir ce chêne. Je pense que tu l'es déjà, et on C'est parlera gentil, après de merci. paternité, mais, heu, vraiment, c'était, très beau à voir, très beau de voir la communication que tu faisais autour de la préparation. Et le live était super, c'était super émouvant à la fin quand on te voit, remercier d'abord, sourire et remercier d'abord les gens qui sont là, c'est très beau et heu et voilà, ça donne envie de te voir continuer à faire ça et moi, ça fait naître en moi un questionnement. Tu as dit que ça fait 10 ans que tu fais ça, tu t'entraînes en tout cas. On t'a vu émerger sur la scène du Hyrox et tu as pris la casquette de athlète professionnel depuis peu. Mais on sait qu'un athlète pro, selon les disciplines évidemment, mais c'est pas souvent ad vitam aeternam. C'est des carrières qui sont, parfois courtes, heu, peu imp enfin, selon la discipline, parfois c'est un peu plus long, mais voilà. Mais là, on est en 2026, c'est 10 ans après. Comment tu te vois en 2036? Parce que moi, j'ai l'impression que tu t'épanouis. Aerox, c'est génial et je pense que ça te nourrit énormément. Mais dans cette volonté d'être une source d'inspiration, les défis tels que celui-là et comme tu as demandé à tout le monde, juste avant, si vous avez des idées de défis, bah, balancez-les-moi. J'ai l'impression que c'est encore plus fort parce que tu veux impacter, tu veux croyer casser les croyances limitantes. Est-ce qu'il y a pas moyen de casser encore plus de croyances limitantes quand on fait ce genre de record un peu fou, plutôt que quand on est même champion du monde de Hyrox? Est-ce que dans 10 ans, tu auras pris ta retraite de l'Hyrox, tu feras autre chose et ce sera uniquement, des, voilà, des challenges et des choses comme ça? Comment tu vois la chose?
Ouais, c'est ultra intéressant. Je reviens juste sur, par rapport au challenge de Goggins. Je te remercie aussi parce que toi, tu m'as aidé notamment pour la nutrition. J'avais posé pas mal de questions, on échangeait comme ça sur, comment essayer de monter une stratégie pour ce challenge, dont on ne connaissait rien, ni toi ni moi. Et notamment l'eau de coco tu m'avais Oui, c'est conseillé vrai. que j'ai pas mal, j'en ai beaucoup bu pendant le défi. On a fait quelques tests aussi, j'avais essayé, la créatine et cetera, donc merci pour ton aide et ton Avec grand soutien. plaisir. Et ta question, elle est super intéressante. Je ne sais pas comment, je serai dans 10 ans, mais tu as raison, les défis m'animent beaucoup. En fait, hem, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi? Et pour certaines personnes, le titre de champion du monde d'Irox est clairement supérieur aux défis. Pour d'autres, c'est les défis qui ont toute leur signification, là où un titre de champion du monde, c'est quelque chose de très normalisé, structuré, un peu moins qui fait moins rêver. Et pour d'autres, ni l'un ni l'autre, n'ont d'importance et sont, insignifiants. Donc moi, je pense que les 2 m'importent parce que du coup, je continue de structurer ma saison, pour l'Irox. En fait, ce que je trouve dans l'Irox, c'est non seulement une communauté, mais la compétition avec d'autres athlètes, dans un sport structuré, avec des règles, qui est nouveau, donc qui est plein de surprises. Et il y a une certaine émulation à se tirer la bourre avec les meilleurs du monde sur le floor à chaque fois. Il y a un côté aussi très, il y a une étant donné que c'est un sport qui est en train de prendre de l'ampleur, je pense qu'il y a une question d'actualité aussi qui fait qu'on est constamment rappelé à ce sport. Moi, quand je commence en Irox, je commence à Munich en octobre 2023, première course, qualifiée au championnat du monde. Alors que je m'y attendais pas. Quand je commençais une activité physique, j'ai toujours été «nul» ou «mauvais» entre guillemets par rapport aux autres et lent à progresser. Mais suite à ces 10 ans d'entraînement où j'ai un peu tout fait, course, vélo, musculation, street workout, boxe, et je trouve que j'avais un bon bagage pour performer dans ce sport. Et du coup, s'en est suivi une sorte de cercle un peu vertueux où j'étais encouragé à continuer parce que j'étais compétitif, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Et ça allait un peu à l'encontre de ce que comment dire? Je me suis toujours orienté vers ce qui m'était difficile, ce dans quoi je galérais. Et là, je galère dans ce sport, mais je commence en tout cas à un niveau qui est déjà élevé, donc ça me pousse à continuer. Je rencontre des personnes, on forme un double, avec mon partenaire, et il y a une sorte de il y a une sorte de collectivité. Alors que mes challenges, même si je les partage, ne dépendent que de moi et de ce qu'ils animent en moi. Irox, les autres me tirent un peu à continuer dans cette discipline, que ce soit mes adversaires, mes partenaires, les gens qui me suivent, et cetera. Donc c'est 2 pans très différents, qui me sont intéressants, mais ce qui est sûr, c'est que, dans 30 ans, j'ai un peu plus loin que des 10 ans, mais dans 30 ans, j'aurais perdu en vitesse, en explosivité. Clairement, là, je ne me vois plus du tout dans Aerox, de par l'âge, la physiolo enfin, en tout cas pas au niveau compétitif où je suis actuellement. Les challenges, je peux les continuer toute ma vie. Et j Dans l'immédiat, comme Aerox est en plein boom, la compétition est forte, je pense continuer à m'investir dans les saisons. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, dans 10 ans, peut-être que j'aurais beaucoup plus basculé sur les challenges. J'aurais peut-être aussi trouvé une autre discipline. Je pense intéressant de garder les 2 parce que les challenges, c'est moi qui les choisis et du coup, je vais que vers ce qui m'intéresse ou ce qui m'anime, ce qui me met des étoiles dans les yeux. Aerox, je choisis rien du tout. L'organisation nous dit: «C'est elles les compétitions où vous devez performer». Je ne choisis pas mes adversaires, il y en a toujours des nouveaux encore plus forts qui arrivent.
mon partenaire va se donner tout autant que moi, donc il y a un côté plus contraignant, mais qui tire aussi de moi d'autres valeurs, d'autres principes que qu'en faisant moi ma petite cuisine avec les challenges. Je vais pas dire Ouais, que Hoggins c'est de la petite cuisine, mais tu m'as compris. c'est 2 animaux très différents, de choisir soi-même ses propres contraintes et ou de s'en faire imposer, par l'extérieur. C'est une belle leçon de vie aussi parce que c'est accepter qu'on peut pas tout maîtriser. Tu Mmh. te mets volontairement dans un contexte où tu ne seras pas en maîtrise. Quand tu fais l'Irox, comme tu l'as très bien dit, on va t'imposer les dates, on va t'imposer les adversaires et les conditions du jour qui vont évoluer. Il y a des choses qui sont maîtrisables, c'est-à-dire tu sais quand même ce que c'est Irox, tu sais quelles sont les épreuves et cetera et tu peux te préparer jusqu'à un certain point, mais il y a des choses que tu peux pas, anticiper et c'est ouais, en effet, c'est une très belle, leçon et je pense que tu as dit une phrase qui est un petit peu passée comme ça, mais elle est importante à relever, c'est que tu choisis toujours la voie qui est difficile. Et la voie qui est difficile, c'est la seule qui donnera la croissance. Peu importe, toi qui es scientifique, ingénieur, intellectuellement aussi, tu pratiques ça, c'est-à-dire qu'il te faut tu sais très bien qu'une résolution ou un gain d'intelligence, si on veut, ne peut émerger que face à un problème. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de difficile. Il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre, que ce soit par un effort physique ou par un effort intellectuel. Et je pense et je l'espère, hein, quand tu auras 70 ans ou 80 ans et que finalement, les tractions ne monteront pas aussi facilement, on retiendra de toi ça. C'est-à-dire choisissez la voie difficile parce que c'est la voie de la croissance. Heu, Mettez-vous, au défi, volontairement dans des situations que vous pouvez pas contrôler et qui sont OK à votre niveau, mais qui sont suffisamment, impressionnantes pour vous tordre le ventre, comme tu l'as fait par rapport au challenge de Goggins, parce que c'est vraiment ça qui va nous faire grandir et dans un contexte où il y a les autres. C'est-à-dire pas tout le temps que tout seul. Mmh. Là, on fait 25 pieds de nez au monde du bien-être, où il faut toujours se reposer et se mettre les pieds dans l'herbe pour être en bonne santé, au monde de la santé qui nous dit qu'en fait, c'est la recherche du confort. Prenez les escalators et les ascenseurs au lieu des escaliers. La société du moindre effort. Là, c'est en fait l'exact opposé, 180°, sans utiliser les termes que je viens d'utiliser, hein. Juste en l'incarnant, c'est ça que tu représentes et les gens, ils se connectent à toi inconsciemment en se disant: «C'est ça la vraie vie, en fait. C'est ça qu'il faut faire». Mmh. Mais il intellectualise pas, il raisonne pas, il se connecte émotionnellement à ça et donc je pense que c'est une vérité qui est en chacun de nous. C'est-à-dire, il faut choisir la voie qui est difficile, sinon la vie, Heu, on va s'ennuyer un gros morceau, hein. Ouais, Heu, complètement et s je rebondis là-dessus. Les difficultés, les obstacles sont ce qui nous permet d'apprendre, de grandir, d'évoluer en tant qu'être humain. C'est toujours inconfortable, mais quand on regarde en arrière, on est généralement, hem, on ressent de la gratitude d'être passé par là parce que ça nous a donné des nouvelles clés qui nous permettent de mieux vivre la suite de l'aventure et la si tu veux, ce confort dans lequel on peut rester, en fait, moi, je le vivais mal petit parce que, je subissais toutes les contraintes. J'aimais un truc tout bête, hein, et pas bien difficile, mais j'aimais pas l'effort, j'aimais pas aller à l'école, ce qui fait que chaque dimanche, j'étais pas bien, j'étais un peu malheureux et lorsque j'ai réussi à prendre le contre-pied de ça, avant de me dire: «Bah non, en fait, on va apprendre à apprécier ce que tu n'aimes pas, aimer ce que tu n'aimes pas, c'est un processus». Par contre, du coup, tu ne subis plus, ces contraintes, les incertitudes, les obstacles sont en fait quelque chose que tu cherches, hem, mais tu ressens plus trop de difficultés. En fait, étant donné que la difficulté, c'est ce dans quoi tu veux baigner, plus rien n'est vraiment difficile et hem, ouais, je pense, comment dire? D'une certaine façon, pour revenir au sujet Hyrox et challenge, quand je suis tout seul, donc quand je fais mes challenges, au niveau de l'école, donc au moment où j'ai pris le contre-pied, je me suis dit: «Bah, je vais apprendre à apprécier l'école, à m'investir dans les études alors que je déteste ça, j'arrive pas à me concentrer, j'y prends aucun plaisir, je suis tout le temps
dans ma tête, en fait, et ben, je me suis dit: «OK, tu t'obliges à te concentrer 5 minutes, puis ensuite, 10. Essaye de retenir ce que tu peux. Essaye d'apprécier ce moment-là au lieu de subir ces 8 heures de cours parce que, bah, de toute façon, tu vas devoir les faire». Hem, Ensuite, quand j'ai commencé à faire des projets seul, à réfléchir, que ça soit pour mes études ou des projets personnels, j'étais très créatif. Par contre, je mettais beaucoup de temps à faire les choses parce que j'avais ce côté perfectionniste. Donc ça, c'est un peu l'analogie avec mes challenges. À l'inverse, quand je suis sous contrainte, par exemple, quand j'ai commencé mes études en classe préparatoire, hem, beaucoup de choses m'étaient imposées. Donc comme le sport, comme l'Aerox, où il y a des règles, il y a des cours, il y a des cols, donc des interrogations orales 3 fois par semaine. Tu as, des bilans tout le temps, un contrôle de 4 heures le samedi. Tu as un rythme qui t'est imposé, très militaire, hem et ça me contraignait beaucoup par rapport à cet aspect de vouloir travailler seul, être perfectionniste. Ça allait totalement à l'encontre. Par contre, j'avais cette certitude que ça allait également beaucoup m'apprendre à passer à travers cette contrainte si je l'acceptais, si je la subissais pas. Parce que si à l'inverse, j'étais en confrontation en me disant: «Non, j'aime pas ça», j'allais m'empêcher d'apprendre quoi que ce soit et j'allais juste ne pas profiter de cette expérience. Donc quand je me suis inscrit en classe préparatoire et que parce que j'avais déjà conscience du système, je savais que c'est comme si je me lançais dans une sorte de tornade, une sorte d'énorme orage et que j'allais être, hem balancé de gauche à droite, bouleversé un peu à travers cette grosse intempérie, qu'il fallait que j'essaye de survivre à travers cette intempérie. Je savais que si je la passais, je serais beaucoup plus résistant, flexible, enfin, j'aurais appris plein de choses que si j'aurais fait mon petit bout de chemin tout seul. Et Mmh. c'est un peu comme ça que je vois Aerox, c'est que je fais pas ma programmation comme je veux, elle m'est imposée, il y a des échéances qui me sont imposées. Il y a des moments, ça m'arrange pas du tout que la compétition, elle tombe à ce moment, il faut que j'arrive en pic de forme, mais en même temps, j'ai ma thèse et tout ça. C'est ultra contraignant, mais c'est aussi ce qui m'oblige à lancer ma saison plus intelligemment, mieux comprendre la programmation pour, même si j'ai pas tous les éléments à ma disposition, arriver en pic de forme, hem m'améliorer en termes de logistique, d'organisation de mes journées avec bébé, avec la thèse et cetera. Et donc c'est un processus un peu douloureux et je suis dans les obstacles, je suis dans cette espèce de tornade mais je sais qu'au bout de ces années de compétition, j'en sortirai beaucoup plus enrichi que si je continue que mes challenges. Et en même temps, mes challenges, je l'ai bien identifié, c'est ce qui me nourrit. Donc je veux pas perdre cette partie d'identité, je la protège aussi. Comme ça, j'ai un peu le meilleur des 2 mondes. Ouais, c'est très juste et merci de l'avoir reformulé comme ça. Je pense que, tous les 2, on est d'une génération assez similaire. On a grandi avec, Dragon Ball et les mangas shonen. Les héros ne se transcendent que dans l'adversité et les challenges. On ne voit que ça. Même si c'est pas dit, parfois c'est dit carrément, hein, parfois Son Goku il dit, «Je veux l'adversaire le plus fort, je veux le combattre, parce que je sais que je vais devenir plus fort si Mmh. je le combats quoi, si je survis évidemment». Et mine de rien, heu, avec, la popularisation de ces mangas et de ces choses comme ça, on est quand même une génération qui est née de ça, c'est-à-dire inspirée par des figures masculines qui se transcendent dans l'effort et qui en sortent plus forts. Et on se rend peut-être pas compte de l'impact de ces symboles-là, pour notre génération, mais je pense qu'il est assez énorme. Mais voilà, c'est très juste tout ce que tu viens de dire et je comprends vraiment que, dans ta tête, c'est 2 choses, qui sont complémentaires, les challenges et l'Aerox et et je voulais juste terminer sur ça avant d'embrayer sur la paternité et sur ta thèse. C'est te demander si dès le plus jeune âge, tu pratiquais l'introspection et l'écriture parce que moi, je t'ai connu avant justement Munich, 2023, quand tu as commencé, un petit peu sur les OK. réseaux et je me Tu m'as fait un souviens peu que tu étais rapidement alors parce que je devais avoir ben oui, personne. je sais pas pourquoi, j'avais déjà ton compte et je me souviens d'une fois où tu gueulais un peu parce que tu pas été pris en pro. Tu te souviens? Heu, Tu avais candidaté pour la version pro de l'Aerox et tu avais pas été pris en pro. Ça te parle ça? oui, il y a mon deuxième Irox du coup que j'ai fait en novembre qui était à Barcelone Ouais. où, il y avait une erreur et on m'avait mis en open. Ouais, C'est ça. Bah, moi, je te suivais juste avant ça. Je te OK. suivais déjà. Bref, tu étais l'un des rares qui, faisait des vrais posts Instagram.
C'est-à-dire, tu avais de la lecture pour un bon quart d'heure et je me disais, déjà, je me suis dit: «Il y a quelqu'un assez spécial, qui prend son temps pour écrire, tout ce qui se passe dans sa tête, mentalement, l'idée qui se fait des choses, durant l'effort, après l'effort, avant l'effort, tout. C'est-à-dire, tu peux vraiment lire, tout ce qui se passe dans sa tête et c'était très puissant, tu vois? Et je me disais: «C'est génial, quoi, c'est rare déjà, et c'est à saluer, surtout de nos jours». Ça n'était pas encore le cas à l'époque, mais de nos jours où les descriptions sous les posts Instagram, c'est fait par ChatGPT. Tu le vois à 10 000, tu sais, c'est toujours la même structure de phrase, c'est horrible. Bon bref, ne faites pas ça les gens, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Les influenceurs qui font ça, ne faites pas ça. Hem, bref, et donc, je me disais: «Il y a quelqu'un là qui, à mon avis, doit pratiquer l'introspection assez régulièrement, pour pouvoir faire ça». Est-ce que c'est, voilà, simple question, est-ce que, l'écriture, tenir un journal, durant, ta jeunesse, les études, et cetera, c'est quelque chose que tu faisais déjà ou que tu fais? Je lisais beaucoup, à l'inverse, j'écrivais peu. Hem, l j'ai été quelqu'un qui longtemps, hem, communiquait et partageait peu, pas par timidité, peut-être par pudeur. Donc j'étais celui de la classe qui était vraiment, vraiment discret, qui pouvait échanger sans problème, mais qui spontanément ne parlait pas et je pense que j'ai dû avoir un déclic en même temps à peu près que je prenais ce contre-pied, au lieu de subir les choses, de me dire: «Ben, apprends à aimer ce qui est difficile, ce dans quoi tu galères, dirige-toi vers, là où tu as à apprendre». À peu près en même temps, je pense que, ma langue s'est un peu déliée. J'ai perdu autour de mes 10 ans, j'ai perdu pas mal de membres de ma famille, des proches et je pense qu'un de mes mon principal regret, c'est de ne pas avoir exprimé suffisamment l'amour que je leur portais. Alors Mmh. évidemment, je l'exprimais d'une façon non consciente, à travers les actes, à travers les moments où on faisait des choses ensemble. Mais c'est vrai que mon mutisme, oral en tout cas, c'est quelque chose je pense que j'ai regretté et suite à cette période, j'ai commencé à partager plus, communiquer davantage. J'ai aussi vu l'intérêt de d'exprimer les choses, de clarifier les choses, non seulement pour les autres, mais aussi pour soi, de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir ou même ce qu'on n'identifie pas encore en fait, de commencer une discussion avec toi-même, parce que je me posais pas forcément de questions. J'ai toujours avancé, avec les contraintes, hem et je pense qu'en échangeant beaucoup, surtout avec mes parents, l'introspection s'est faite assez naturellement. J'ai besoin de mettre parfois les choses à plat, quand je rencontre justement une difficulté. De nouveau, il y a cet esprit un peu analytique où je veux résoudre des problèmes, donc je vais mettre des hypothèses de travail. Hem, je vais vouloir aussi on parlait de créativité, je pense que je vais essayer de concevoir des solutions et c'est assez curieux, je fais pas ce travail d'écriture, OK. mais par contre, je fais cet exercice d'introspection avec moi-même et avec les gens à l'oral. Non pas de Mmh. manière délibérée, non pas par routine, mais lorsque je rencontre quelqu'un avec qui ça connecte, et toi c'est le cas, généralement on va aller en profondeur sur certains sujets et c'est à ce moment-là que l'introspection se met en place de manière naturelle. Mmh. Là, c'est intéressant, pour le coup, on a des façons de faire qui sont sans doute, assez différentes, même si j'aime évidemment échanger. Je tiendrai pas une chaîne YouTube, mais un podcast, si c'était pas le cas. Mais vraiment l'écriture, a été pour moi, pour le coup, un pan, très important, Mmh, exactement comme toi. C'est-à-dire, perdre, des proches, quand on est assez jeune, ça m'a vraiment, libéré parce que j'avais l'impression que mes idées et finalement mes pensées se matérialisaient devant moi. Je les voyais en phrases complètes. Parce que dans sa tête, c'est difficile de parler en phrases complètes. Tu oui. sais, tu as toujours une autre idée qui pop et puis, tu penses à ta chanson préférée et puis après tu penses à ce que tu as mangé et c'est des bouts de phrases. Quand tu écris, c'est obligé qu'il y ait un début, un milieu, une fin.
Et bon bref, l'écriture m'a énormément aidé, mais c'est parce que la qualité d'écriture qu'il y avait sous tes posts me faisait penser que tu écrivais souvent. Voilà, c'est pour te dire le Mmh. fond de ma pensée. Merci beaucoup pour ce partage bon, bah, je te reposerai la question dans 10 ans par rapport à l'Irox et aux défis. Hem, je voulais justement te poser des questions, dans cette dernière partie sur ta thèse et évidemment sur la plus belle aventure de la vie, d'être devenu papa. Comment, athlète professionnel, thèse et papa, ça se marie actuellement? Rien de le dire, ça me fait peur, mais voilà. C'est un challenge de tous les jours. Hem, Ça me demande, tu vois, on parlait de contraintes et là justement je pense qu'il y a d'autres façons de le voir que comme contrainte, mais il y a une contrainte temporelle de réaliser, ces différents projets, et notamment ce projet de vie d'être papa, d'être aussi le chéri de ma femme. Cette vie de famille en fait qui est la priorité number one, là où avant nous avions juste une vie de couple, maintenant on a une vie de famille. Et donc il y a une réévaluation des priorités, moins de temps alloué aux projets qui deviennent «secondaires» entre guillemets, hein. Donc ma thèse qui est mon travail et cette carrière d'athlète pro. On dit pro parce que, comment dire? Je compétitionne avec, les meilleurs mondiaux aux championnats du monde double, mais ce n'est pas mon activité, professionnelle en tant que telle. Cette contrainte temporelle m'oblige à m'adapter et créer une version de moi-même à partir de ce que je suis actuellement. Donc je suis en train d'évoluer de manière moins rigide. Je suis quelqu'un qui, je sais pas si j'aime ou je n'aime pas la routine, mais je suis quelqu'un qui est particulièrement efficace pour reproduire tous les jours la même chose. S'il faut faire 3 heures d'entraînement de telle heure à telle heure, la thèse à ce moment et cetera, je n'ai pas de difficulté à exécuter ça. La monotonie, ne me pèse pas. En tout cas, ma motivation me permet de traverser ça sans difficulté. Mais là, à l'inverse, je n'ai plus de structure parce que si bébé n'a pas du tout dormi de la nuit, je souhaite que ma chérie puisse faire une sieste dans la journée et en même temps, je dois rendre tel projet pour le boulot et faire tel entraînement. Aucune journée ne se ressemble. Il y a une sorte de chaos, un élément de chaos qui n'était pas présent avant, qui fait que, ma la partie de moi qui aime bien les choses organisées et cadrées, qui est efficace dans la structure, doit accepter une forme de flexibilité et d'adaptabilité que je n'avais pas. Mmh, Donc pardon? ça je la travaille, c'est-à-dire que en gros la 1re chose qui se passe, c'est frustration de pas pouvoir réaliser ce que je m'étais imposé. Hem, Confusion parmi ce dans ce chaos en fait qui fait qu'on n'a plus de repères de nouveau et qu'on doit toujours retrouver un peu son chemin de manière différente. Mmh, Hem Et ces 2 éléments sont des moteurs pour, bah, changer les choses de sorte à ce que ça se passe mieux la journée d'avant et ainsi de suite. C'est mmh, très au jour le jour. Je me fixe pas de, comme tu le disais en off, finalement, on n'a pas vraiment de stabilité en tant que jeune parent parce que l'enfant grandit également, donc ses besoins changent. Il y a certaines choses sur lesquelles il a moins besoin de nous, il y a des choses sur lesquelles il a plus de besoin de nous. Hem et du coup, je vois à plus petite échelle qu'avant et j'essaye de me fixer des objectifs, du coup, à plus court terme, qui me permettent d'avoir une sorte de gratification, en tout cas des efforts que je fournis. Parce que comme je peux plus valider les journées telles que je les faisais avant, je n'arrive plus à les faire telles quelles. Il faut que, j'arrive à me frayer un chemin d'une autre façon et que j'ai un comment dire? Que que j'ai une forme de validation des progrès que j'arrive à réaliser à court terme. ouais, bien sûr. Tu as fait évoluer, ton entraînement, évidemment le volume d'entraînement je suppose a diminué. Ouais. Est-ce que, d'un autre côté tu rattrapes par l'intensité? On en parlait en off, moi c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas les mêmes impératifs, avec des deadlines ou des compétitions, dans les pattes. Comment toi tu arrives à gérer ça? Donc à l'inverse de cet été où une bonne partie de mon volume, c'était des volumes de traction,
et donc tout était à très basse intensité au niveau, physiologique, cardiaque. Là, mon entraînement Aerox qui est pour une épreuve de 50 minutes à peu près, il y a beaucoup d'entraînement à haute intensité. Hem, je ne peux pas me permettre, contrairement aux tractions où je finissais très t j'ai pu j'ai me ronger un peu sur mon sommeil. Là, je peux plus me permettre de ronger sur mon sommeil si je veux pouvoir assimiler mes entraînements et être efficace dans le reste des domaines de ma vie. Donc je protège davantage le sommeil, j dans la mesure du possible avec les nuits que fait bébé. Du coup, ça me demande de réduire ailleurs. J'ai réduit au niveau de la ch de la de du volume d'entraînement. J'étais à 20 heures en moyenne en 2024-2023. Là, je suis passé à 14 heures, donc un tiers de moins en 2025. Et comme toi, tu disais en off, j'ai réduit notamment le volume à basse intensité pour garder l'essentiel, la haute intensité. J'ai l'impression qu'un des problèmes avec cette méthode, en tout cas la transition ne s'est pas fait de manière très fluide, parce que je suis tombé 5 fois malade en 2 mois. Hem, c'est pas forcément associé qu'à ça, mais étant donné que j'ai quand même réussi à protéger mon sommeil et que j'ai pas engrangé une énorme dette de sommeil comme certains peuvent avoir, parce que ma stratégie actuellement, c'est ça sert à rien de faire des entraînements que je ne peux pas assimiler, donc j'essaie de protéger un peu ma récupération. Hem, une des hypothèses, c'est que cette nouvelle répartition d'intensité où il y a autant de haute intensité, mais moins d'intensité basse qu'avant, fait que le corps a peut-être plus de mal à récupérer ou est dans un état de vulnérabilité au niveau immunitaire ou d'inflammation un peu plus importante qu'avant. Donc ça, je suis en train de jauger et de changer un petit peu ça pour voir qu'est-ce que je peux améliorer. Je suis allé aussi, analyser j'ai fait un test sanguin un peu pour voir où j'en étais au niveau des Mmh. vitamines, des minéraux et cetera. Le zinc, j'étais un peu bas, donc par exemple, c'est quelque chose que je vais supplémenter. Je suis encore en phase de recherche. J'ai pas la formule, qui marche actuellement pour, en tout cas qui marche de manière fluide, pour mon profil. Après de nouveau, on tout est voué à changer, c'est-à-dire que là, on bébé est à la maison, mais d'ici un mois, ma femme aura repris de son congé maternité, elle aura repris le boulot. Bébé ira à la crèche 2 jours par semaine, donc hem, l'em l'emploi du temps actuel ne sera pas celui du mois prochain et ainsi de suite. Bien sûr. Il y a bon, évidemment, je pense que tu mets le doigt sur plein de choses. Rien que le fait de changer de rythme, mine de rien, c'est un impact pour le corps, hein, parce qu'il t'a Mmh. rigidifié certaines structures. Tu changes tout le rythme, c'est pas étonnant qu'ils te mettent par terre, c'est-à-dire qu'ils te Ouais. rendent «malade» entre guillemets. Autre chose qui me vient en tête, c'est que les on sait, hein, par les données épistémologiques que, un nouveau papa, ça a une chute de testostérone énorme, hein, J'ai et appris ça que tout récemment, et qu'on ouais, perd jusqu'à 50 de sa enfin, en moyenne 50 de sa testostérone. tout pousse dans la nature à ce qu'on reste proche de la femme et qu'on arrête de sortir, courir après les animaux sauvages, hein. Donc bon, est-ce que, c'est la nature qui rappelle à l'ordre? On sait pas. Mais ouais, c'est super intéressant et OK, bah, oui, tu verras si cette espèce de vase communicant entre volume et intensité, porte ses fruits ou non sur le long terme. Mmh. Et en dernier lieu, ta thèse, heu, c'est quoi le sujet? Sur quoi tu travailles exactement? Donc ma thèse, c'est sur la recommandation d'entraînement en trail running grâce à la science des données. OK. Au cours de mes études, donc j'ai fait après le bac, je me suis orienté vers les matières qui me posaient le plus de difficultés, maths, physique. Hem, je taffe ça à fond avec de l'informatique, donc j'ai un profil très geek dans mes études supérieures. J'intègre, une école d'ingénieur généraliste, Centrale, puis le PFL et là, je me dirige vers tout ce qui est en fin d'études, donc je rajoute la biologie à ça et à la fin d'études, je me spécialise en machine learning, intelligence artificielle. Hem, ensuite, je fais 3 ans en industrie, dans le suivi de santé des personnes âgées au domicile. C'est super intéressant, notamment quand on rentre dans la période covid, donc c'est important pour tout le proche aidant de savoir comment se porte, papa, maman à la maison ou les grands-parents et puis pour les infirmières, le médecin et cetera.
Et après, cette expérience en start-up, je souhaite essayer de ramener le sport dans ma profession, chose que je m'étais jamais envisagé possible avant. Pour moi, le sport, je viens d'une famille où le sport, c'est vraiment un loisir. Heu, ça Je pense que j'avais une barrière mentale qui me disait qu'on pouvait pas travailler dans le sport ou peu importe, mais du coup, à ce moment-là, je me dis: «Bah, j'aimerais bien, essayer de ramener le sport dans mon métier». C'est comme ça que je commence cette thèse avec, Salomon et mon professeur Guillaume Millet qui est à l'université de Saint-Étienne, qui est un spécialiste, de la fatigue, de l'ultra trail, qui, bah, voilà, hem, au niveau de l'endurance, et du trail running, supervise ma thèse. J'ai également un superviseur côté informatique et c'est comme ça que j'ai commencé il y a 2 ans. Donc là, je suis sur ma troisième et dernière année de thèse. D'accord, donc ça va être, donc récupération de données, c'est de la data pour la mesure de quoi? De l'entraînement, du tracking, du sportif? C'est ça. L'objectif ici, donc moi je travaille vraiment sur l'algorithme, le code. Le but, c'est de t'accompagner au mieux en fonction de ton profil. Donc, il y a des données déclaratives. On va te demander, tes disponibilités, quand tu peux t'entraîner, ça fait combien d'années que tu t'entraînes, quelles sont les infrastructures à ta disposition, une piste d'athlétisme, une montagne sur laquelle tu peux courir ou tu as peut-être qu'une petite côte ou alors un tapis de course, et cetera. Donc on va te demander pas mal d'informations et en plus, il y a les informations que tu as déjà stockées de par ta montre parce qu'aujourd'hui, énormément de coureurs et coureuses enregistrent tous leurs entraînements avec une montre connectée. On peut donc récupérer tout ce passif d'entraînement pour comprendre le profil de la personne, son niveau, son expérience, ses forces, ses faiblesses. Ça, c'est le point de départ et le point d'arrivée, c'est l'objectif de l'athlète, de l'utilisateur. Je veux réaliser par exemple l'UTMB ou bien le finir, ça peut être un objectif, ou bien le réaliser en moins de 40 heures, en moins de 35 heures, en moins de 30 heures. On a le point de départ, le point d'arrivée, on fait le lien entre les 2. Donc les recommandations d'entraînement, d'abord à l'échelle macroscopique, la structure de la saison, comment on planifie la saison avec la charge d'entraînement, des semaines de décharge, des qualités à travailler, ça peut être technique, ça peut être physiologique, et cetera. Et ensuite, on rentre de plus en plus en détail, donc à l'échelle de la semaine, en fonction de la qualité à travailler, les séances, et cetera. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que l'entraînement soit non seulement personnalisé en fonction des données qu'on a collectées de l'utilisateur, mais qu'elle soit adaptative grâce au feedback qu'il va nous faire. Donc nous, on va déjà voir qu'est-ce qu'il réalise en fonction des recommandations qu'on lui a données. On va voir qu'est-ce qu'il réalise sur la semaine. Est-ce qu'il peut faire nos recommandations ou pas? Il n'arrive pas à faire autant ou peut-être il en a fait plus. Et d'autres feedbacks déclaratifs, donc pour ça, tu as des questionnaires qui ont été, établis scientifiquement comme le questionnaire de Roth ou de Hooper pour la fatigue. C'est des échelles un peu de fatigue, de courbature, de qualité de sommeil, de stress. Ces données, on les collecte en fin de semaine. Pour chaque séance, on demande aussi la difficulté ressentie, c'est le RPE et ça nous permet comme ça d'ajuster en fonction de ce qui était prévu pour faire en sorte que, les recommandations soient le plus pertinentes possible à la personne et au contexte actuel. Nous, en tant que jeunes papas, ben, on a des nuits de mauvaise qualité, on a des imprévus qui font qu'on peut pas faire les séances au bon moment. Hem, ça a besoin en fait d'être, pris en compte pour les entraînements à venir, sinon tu vas droit dans le mur et le facteur numéro un de performance, c'est la non-blessure. On en parlait pour les tractions, pour la course et le trail, c'est clairement le cas, c'est un sport à impact. Donc très facilement, tu peux irriter certaines structures, des tendons, des articulations, hem, voilà. Notre but, c'est donc de protéger le coureur pour l'amener le plus prêt possible, le plus préparé pour réaliser son objectif. Génial. Ça prend la forme d'une application, d'un site internet, c'est quoi? C'est pour monsieur et Alors madame tout le monde ou c'est pour, ça c'est libre à Salomon ouais, et et après, ouais. exactement. Étant donné que moi, je m'occupe vraiment du cœur, donc de l'algorithme,
l'enrobage qui va être l'application avec, du design, des visuels et tout ça, ne fait pas partie de mes compétences. Maintenant, on va en utiliser, si tu veux, on est lié avec la plateforme Nolio pour pouvoir visualiser les recommandations et faire du coup une étude pour valider l'algorithme, l'entraîner dans un premier temps, puis ensuite valider. Mais la suite reste à définir. Trop bien. Bon, bah, hâte de voir ça, ouais, tu nous partageras, j'espère, sur les réseaux comment ça émerge, tout ça, mais en tout cas, Avec c'est grand super plaisir. intéressant, à suivre. Je vais pas prendre plus de ton temps, cher, papa TomTom. C'était un plaisir de te parler. J'aimerais beaucoup que tu nous, tu vois, pour mon centre de formation, j'aimerais beaucoup te faire intervenir parce que je pense que tu as un background, et scientifique et ingénieur et athlète qui peut être vraiment génial. Donc, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on en reparle, dans le futur. En tout cas, c'était super de t'avoir une deuxième fois. J'espère que la troisième fois sera, en vrai, comme la première. C'est quand même plus fun quand on est ensemble. C'est sympa. C'est quoi ta prochaine échéance là qui arrive, bientôt? Alors, j'avais les championnats d'Europe, prévus avec mon partenaire. Il y a quelques petits changements de programme. OK. Du coup, mon ancien partenaire, continue sa saison avec quelqu'un d'autre OK. et moi, je vais donc changer également de partenaire, pour reprendre la saison et arriver le plus près possible aux mondiaux de Stockholm, en juin. OK, c'est juin. Ça marche. Je C'est ça juin, exactement. c'est cool. Magnifique. Trop Et bien. toi alors? Est-ce que tu as un projet ou une échéance particulière, pour les prochains mois à venir? Ah bah, ce sera septembre. J'ai mis 2025 année comme vraiment l'année où je deviendrai auteur. Donc j'ai sorti 5 livres déjà, Ah, dont un aux éditions Trait Daniel. Il faudra que je t'envoie. Donc, il y a de OK. l'autopublication, il y a de la publication en maison d'édition et cette année, j'ai d'autres livres qui vont sortir. Je me régale beaucoup. Comme on a un petit peu parlé de l'écriture, même moi, pour le coup, c'est mon sport préféré, l'écriture. Donc voilà et puis sinon la rentrée du centre, de l'Ormez, c'est, en septembre. Donc on prépare déjà, la rentrée de septembre, voilà. C'est les grandes échéances, mais comme toi, j'avais quand même beaucoup anticipé l'arrivée d'un bébé, donc beaucoup de choses ont été élaguées pour garder vraiment le cœur de l'activité qui est la transmission d'un côté et puis l'écriture de l'autre. Super. Bah, hâte de lire, le livre que Merci. tu vas me Ouais, partager ouais. bah, merci aussi pour tout ce que tu partages et ce que tu transmets. C'est il y a peu de contenu que j'écoute, en plus par manque de temps que par curiosité. Mais le tien est toujours pertinent et ouais, on a toujours à apprendre des compétences des autres, de leur expertise. Donc merci à toi de prendre ce temps, de faire ce partage, cette transmission, que à notre petite échelle, en fait, on poursuit aussi dans notre entourage. Merci beaucoup Thomas, merci énormément. Et l'aventure féroce qui continue et C'est vrai? prépare-toi parce que ouais, cette année on va tout casser. On en reparlera mais cette année, ça va être absolument génial. Je te referai goûter le gâteau à la cervelle, dans pas longtemps, je suis sûr. Très volontiers. Bon Thomas, merci beaucoup, je te laisse rejoindre ta petite famille. Tu es de retour sur la chaîne quand tu veux pour n'importe quelle actualité et voilà, Avec je grand te souhaite le plaisir. meilleur pour cette saison. Je te souhaite tout de même. Merci à toi, Pierre. Ciao, ciao, merci.